Que pensez-vous de Manuel Valls, qui, selon vous, représente le mieux la gauche moderne et progressiste? Deux questions et toutes les réponses. Dès maintenant, on décrypte notre dernier sondage, l'opinion en direct, réalisé par Elab. Et autour de la table ce soir, Thierry Arnaud, chef du service politique de BFM TV. Bonsoir. Bonsoir aussi à Nathalie Chuc, spécialiste politique au Parisien, et à Routel Krief, notre éditorialiste politique. On va regarder ce sondage. Regardez, selon vous, Manuel Valls est... Ça arrive, le voici, déterminé à 73%, dynamique à 68%, courageux à 59%. Voilà ce que vous pensez du Premier ministre. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais sondage lorsque l'on regarde bien sûr cette première question? Thierry Arnaud. Alors, il faut répondre aux deux questions pour répondre à la vôtre, parce qu'il y a effectivement des questions qui portent sur ses caractéristiques personnelles. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est une personnalité appréciée, mais c'est un Premier ministre dans la difficulté. Ses qualités personnelles, elles sont toujours reconnues, les pourcentages sont très forts, et ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'ils sont les plus forts chez les sympathisants socialistes, bien sûr. Et ça montre qu'il y a une forme d'exploit quand même pour un gouvernement dans une telle difficulté, qui pratique une politique aussi impopulaire, qui n'a pas de résultat, à avoir à sa tête quelqu'un qu'on considère toujours à une large majorité comme déterminé et courageux. Mais c'est aussi un Premier ministre qui est dans la difficulté. On le voit sur d'autres questions qui sont posées dans le sondage. On va regarder les autres questions arrivées. Il n'est pas rassembleur pour une très large majorité de Français. Il n'est pas à gauche pour une très large majorité de Français. Et puis surtout, il n'a pas de résultat. Et la difficulté pour lui, c'est que ces chiffres sont assez forts et ils existent aussi à gauche et chez les sympathisants socialistes. Les sympathisants socialistes, ils sont 36% seulement à dire qu'il est rassembleur. Ils sont 33% seulement à dire qu'il est à gauche, Manuel Valls, et puis ils sont très partagés sur les résultats, en gros, moitié-moitié. Voilà, l'autre enseignement de ce sondage, donc pour les Français et les sympathisants du PS, Manuel Valls représente mieux la gauche moderne et progressiste que Martine Aubry. Cependant, le résultat s'inverse au profit de la maire de Lille sur l'ensemble des sympathisants de gauche. Donc en fait, c'est une sorte de résultat en demi-teinte pour le Premier ministre. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe non plus chez le jugement des Français? On le trouve courageux, on le trouve déterminé, mais en même temps, finalement, il apparaît comme quelqu'un qui n'est pas de son camp. C'est la difficulté pour lui, c'est la difficulté, parce que il risquerait, parce que moi je pense à tout ce qu'on est en train de dire depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, sur l'idée qu'il met la pression pour réformer à tout prix et que d'une certaine façon, peut-être plus que jamais, il pourrait être prêt à quitter Matignon pour entamer son chemin personnel, car il ne se cache pas ses ambitions. Mais quand on voit un tel sondage, on se dit voilà, il a gagné sur la personnalité, les Français reconnaissent ses qualités, donc il existe dans le paysage politique, il a imprimé le paysage politique. Qui n'était pas forcément le cas dans la primaire. Qui n'était pas évident, parce qu'il a pris 6%, 5% à la primaire. Donc il est un des personnages centraux de la politique française, donc c'est énorme. Et en même temps, à quel camp se raccrocherait-il, si ce n'est qu'il devrait créer son propre camp? Bon, c'est-à-dire qu'il devrait en quelque sorte créer la famille politique qui correspondrait à sa personnalité, vous voyez? Parce que tel qu'il est, le paysage politique, il ne colle pas à ce qu'il est. Il faut donc réinventer la social-démocratie en quelque sorte en France. Ça veut dire que s'il voulait faire son chemin tout seul à un moment ou à un autre, aujourd'hui, demain, après-demain, eh ben, il faudrait qu'il fasse une forme de parti à sa main, qui représentera ce qu'il est, parce que sinon aujourd'hui il n'y a pas tout à fait ce qu'il faut. Ce que vous dites, Ruth, cette petite musique, s'il voulait faire son chemin tout seul, on l'entend beaucoup ces derniers temps. Pourquoi ? Mais ce que dit Ruth est tout à fait réaliste, parce que l'analyse que fait Manuel Valls en petit comité, et ça depuis des mois et des mois, qui sait très bien qu'il a une très faible aura à gauche. Votre sondage le montre parfaitement, puisqu'on voit que s'il devait se soumettre par exemple à une primaire où des sympathisants de gauche viendraient voter, ce serait très compliqué pour lui, puisqu'il est considéré comme quelqu'un qui ne rassemble pas son camp, qui ne mène pas une politique de gauche. Et lui, son analyse, ça consiste à dire la prochaine élection présidentielle va se dérouler en fait à un tour, avec une Marine Le Pen qui sera vraisemblablement au second tour, ce qui va obliger au fond à une recomposition politique. Et lui, il travaille déjà. Il est déjà en train d'essayer de tendre des ponts avec les gens de la droite. Il faudra gagner le premier tour, c'est ça? Exactement. Ce que je dis, c'est qu'il faut effectivement passer la voilà, c'est là que ça va jouer. Qu'il va y avoir une nécessaire recomposition politique, et lui est déjà en train de tisser des relations un peu avec les gens les plus modérés de la droite, avec le centre, et au fond aujourd'hui, dans son idée, le PS est amené à exploser en larguant son aile gauche qui rejoindrait par exemple, je ne sais pas, Cécile Duflot, Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est ça qu'il veut essayer de pousser, parce qu'il sait très bien que sinon il ne passe pas. Avec ce calcul politique, est-ce qu'il peut rester à Matignon ?
Mais il y a des risques à rester et il y a des risques à partir. Le risque à rester, c'est quoi? C'est que si on voit, comme on peut s'y attendre, cette loi du travail devenir beaucoup moins audacieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui au terme des négociations qu'on va avoir avec le syndicat, si on voit cette réforme sur la déchéance de la nationalité disparaître, mourir après son passage au Sénat dans les prochaines semaines, si on constate que, contrairement peut-être à ce qu'on espère à Bercy et à l'Élysée, il n'y a pas véritablement de retour de la croissance et il n'y a pas véritablement de baisse du chômage dans les mois qui viennent, eh bien, à quoi aura servi tout ce courage, toute cette détermination, ces qualités reconnues à Manuel Valls? À rien. Donc de ce point de vue, il apparaîtra aux yeux des Français comme un responsable politique qui est plein de bonnes intentions, mais qui n'arrive pas à obtenir des résultats, qui n'est un réformateur que dans les intentions, mais pas dans les actes. Ça, c'est un vrai risque. Et partir, c'est quitter le navire dans la tempête, c'est donner l'impression qu'on laisse tout tomber, peut-être pour des fins personnelles, c'est-à-dire organiser sa candidature à la présidentielle. Est-ce qu'on est toujours déterminé, est-ce qu'on est toujours courageux aux yeux des Français, si d'une certaine manière, on abandonne? Et rester, c'est être comptable du bilan, et partir, c'est peut-être se retrouver seul avec 4 députés et avec. Donc c'est compliqué comme décision, et c'est pour ça qu'un certain nombre de gens qui diffusent un peu l'information qui pourrait partir aujourd'hui, ça me paraît, c'est-à-dire que lui réfléchit aussi un peu comme ça. Mais c'est plutôt une manière de faire pression sur le président pour qu'il tienne bon, pour qu'il ne cède pas trop sur le projet, plutôt qu'une intention réelle qui pourrait se concrétiser dans les jours ou les semaines qui viennent, à mon avis. Je pense aussi, comme Ruth, que les choses sont plutôt en train de se calmer, parce que lui, d'une part, Manuel Valls s'aperçoit qu'être dehors, très bien, mais pourquoi faire? C'est évident qu'il a un chemin personnel à mener à un moment, mais est-ce que les conditions sont prêtes aujourd'hui? Pas tellement. Après, le sujet, c'est que la personne qui décide et qui appuie sur le bouton, c'est François Hollande aussi. Et quel est aujourd'hui l'état d'esprit de François Hollande? Est-ce qu'il ne commence pas à être un petit peu agacé par ce Premier ministre? L'entourage de François Hollande régulièrement l'alerte sur des petites tentatives de Manuel Valls pour essayer de le bordurer, pour essayer de compliquer les choses. Est-ce que lui, à un moment, ne va pas dire « je vais appuyer sur le bouton et là, j'en ai assez ». Est-ce qu'il s'offre une crise politique ou pas? Nous sommes mercredi, le mercredi c'est Conseil des ministres et c'est aussi aujourd'hui le retour de Myriam El Khomri, la ministre du Travail qui va mieux après son accident domestique. Et elle l'a fait savoir, écoutez. Moi, je suis debout, motivée, déterminée. Je crois que face à la situation économique et sociale de notre pays, le pire serait l'inertie. Donc la seule chose, moi, qui pourrait m'affecter, c'est justement l'inertie pour mon pays. Debout, motivé, déterminé, c'est au moins ce qu'il va lui falloir pour affronter ce qui l'attend. Myriam El Khomri qui va commencer à consulter pour une éventuelle modification de son avant-projet de loi. Est-ce que vous avez vu un petit peu tout ce qui s'est dit aujourd'hui autour des commentaires d'hier sur Myriam El Khomri? Et Laurence Parisot, qui était sur mon plateau tout à l'heure, disait à quel point elle n'avait pas aimé cette condescendance avec laquelle ce malaise avait été traité par les ministres, même la manière maladroite du président de parler d'accidents domestiques. Oui. Est-ce qu'il l'aurait fait pour un homme? Est-ce qu'on aurait évoqué les mêmes choses? Et c'est frappant, c'est vrai, c'est frappant qu'on a une forme d'inconscient macho qui se réveille dans des situations comme ça. C'est-à-dire qu'elle a été plus maltraitée que ne l'aurait été un ministre. Il y a une forme de postulat de fragilité comme ça et du coup c'est vrai que il y a eu un certain nombre de femmes qui aujourd'hui, de femmes journalistes, de femmes politiques, qui ont plutôt protesté en disant comment est-ce qu'on aurait vraiment traité un homme ministre de la même façon? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Ruth. Pauvre Myriam El Khomri quand même. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'elle est incompétente, qu'elle fait des bourdes, qu'elle ne va jamais tenir le choc devant le Parlement. C'est quand même extrêmement compliqué. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que si ça avait été un ministre homme, je pense qu'on n'aurait pas eu du tout les mêmes commentaires et je pense même qu'on n'aurait pas glosé toute la journée sur son retour. Après tout, elle a glissé sous sa douche. Ça arrive, rien de grave. Quand Michel Sapin s'est cassé le bras au ski, on a plutôt fait des petites vannes sur le thème. Lui-même disait, ah bah tiens, c'est Emmanuel Macron qui m'a poussé dans l'escalier. Donc on avait pris ça sous le ton de l'humour. Là, oui, on sauf qu'hier, il y a eu un problème de communication, qu'il y a eu plusieurs versions différentes, qu'on ne savait pas exactement ce qui se passait. Problème de communication. Qu'on ne savait pas au départ si elle allait revenir aujourd'hui. Donc il y a eu tout cela. Il y a eu un politique très particulier parce qu'on est à un moment clé de cette réforme et que les critiques sur est-ce qu'elle a les épaules assez solides pour porter cette réforme ou pas préexistaient ce petit... Après, il y a un autre sujet, c'est que le gouvernement la met aussi en difficulté. Non, mais c'est ça. Quand le Premier ministre annonce qu'il va recevoir tous les partenaires sociaux, ça met de facto la ministre en difficulté. Parce que mais c'est politique, ça n'est pas personnel. Pourquoi ça rentre dans le domaine personnel alors que c'est une discussion politique? Est-ce que, effectivement, on lui ôte en quelque sorte une forme de responsabilité sur le projet parce que
que c'est le Premier ministre qui s'en empare, c'est de la politique. Mais est-ce qu'elle est fragile parce qu'elle est une femme et donc elle a glissé sous sa douche? C'est plus politique, c'est plus personnel. Et c'est là que les commentaires peuvent être un peu limites. Sauf qu'on lui a donné plus de responsabilités sur ce projet, puisqu'initialement, cette loi, en tout cas ce qui faisait le gros de cette loi, était attribué à Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas de procès en intention du fait qu'elle soit une femme et qu'elle soit moins compétente qu'un homme. Attention, peut-être aussi à une surlecture, non, je ne sais pas. Moi, Moi, je l'ai pas vécu comme ça, en tout cas. Ce qui m'a gêné, c'est le flou dans la communication, pas le fait qu'elle soit une femme. Je crois que ça aurait été la même chose avec un homme. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le plus difficile commence pour elle maintenant, parce que cette loi, il va falloir la faire bouger et la faire évoluer. Elle commence déjà à parler avec les syndicats. On a parlé ce soir avec le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, bien sûr. Et c'est cette même difficulté qu'on évoque depuis plusieurs jours maintenant. Thomas, qu'est-ce qu'on peut faire bouger et surtout dans quelle proportion? Est-ce qu'on arrive à un robinet d'eau tiède? Est-ce qu'on arrive à une réforme qui, franchement, ne mérite plus le nom de réforme? Ou est-ce qu'au contraire, on conserve des intentions assez fermes, auquel cas il faut se préparer à la poursuite de la contestation. Est-ce que c'est le gouvernement qui va réécrire la loi ou est-ce que c'est la CFDT plutôt? J'ai l'impression que c'est plutôt vers là qu'on s'achemine. En tout cas, la riposte s'organise. Vous l'avez dit, Jean-Christophe Cambadélis a été reçu par Myriam El Khomri. Il a lancé, le patron du PS, l'appel des 40. Regardez ce qu'on peut lire. Nous invitons donc tous les socialistes, toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs républicaines, progressistes, écologiques et réformistes, à rejoindre cette démarche d'apaisement et de dépassement. Est-ce que c'est un appel à rentrer dans le rang ? Oui, c'est un appel c'est une sorte de, j'allais dire, de cri au secours, parce qu'ils se rendent compte que là, il y a un danger mortel qui plane sur la gauche en général et sur le Parti socialiste en particulier. Il est dans cette démarche depuis qu'il est à la tête du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Il essaie de lancer ce qu'il appelle une alliance populaire pour essayer de faire en sorte que la gauche soit rassemblée dès le premier tour de l'élection présidentielle. Pour la raison que Nathalie évoquait tout à l'heure, on s'attend à un Front National très élevé, donc il faut être absolument devant le candidat de droite, sinon on est éliminé dès le premier tour. Mais là, il constate que non seulement l'Alliance populaire avec les écologistes, avec une partie de la gauche, etc., est très difficile à constituer, mais que le Parti socialiste est littéralement en train de se déchirer. Et là, ça devient autre chose. On est en train d'entrer dans une nouvelle dimension de la crise pour lui, qui est une dimension naturellement beaucoup plus grave. En fait, il est casque bleu dans cette affaire. C'est un casque bleu de 24 heures sur 24. Jean-Christophe Cambadélis, c'est toutes ces gauches qui n'arrivent plus à se parler et qui se mettent des pots de banane tous les jours sous les chaussures. Donc là, c'est un peu la tentative désespérée, effectivement, parce que ça va encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que cette tribune de Martine Aubry, cette réaction aussi de Manuel Valls qui se sent attaqué, tout ça est en train. Donc on peut imaginer que François Hollande et lui ont un petit peu gambergé en se disant bon, il faut qu'on essaye de rattraper, de sauver les meubles. Mais sur la forme, l'appel des 40, ça veut dire qu'il ne faut que quoi, 40 personnes pour signer un texte qui puisse aider la ministre du Travail à faire passer cet avant-projet de loi. La forme, effectivement, elle ne parle pas à ceux qui nous écoutent, l'appel des 40. Il faut voir qui est signataire et qu'est-ce que ça représente. Il y a 11 parlementaires seulement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que deux idées. Un, Martine Aubry n'est pas la seule à faire des pétitions et à lancer des appels et à avoir des signataires. Et deux, il est urgent de rassembler le Parti socialiste, ou sinon, c'est la Bérésina qui est en train d'être programmée pour 2017. Plus de cohésion, c'est ce que demande Jean-Christophe Cambadélis. Plus de dialogue, c'est ce que demandait tout à l'heure sur notre antenne Marie-Lise Lebranchu, ex-ministre de la décentralisation et congédiée lors du dernier remaniement. Écoutez. On n'est pas encore assez bon dans le dialogue entre l'exécutif et le groupe parlementaire et le parti politique, parce qu'il y a ce triangle qui est important. Et je pense qu'il faut que le Parti socialiste rejoue le rôle qu'il doit avoir, une organisation non gouvernementale qui fait des propositions, qui avance, qui réfléchit à l'avenir, qui trace des chemins et donc qui apporte aussi à son groupe parlementaire. Et sans doute que cet ensemble, exécutif, groupe parlementaire, parti, forces syndicales, corps intermédiaires, ne fonctionne pas suffisamment, je le pense aujourd'hui. Nathalie, le parti, l'exécutif, le groupe parlementaire, tout le monde en prend pour son grade.
Oui, alors je trouve ça assez paradoxal d'appeler au dialogue entre le parti et le gouvernement quand on est proche de Martine Aubry qui vient d'annoncer qu'elle quittait la direction du Parti socialiste, donc c'est-à-dire plutôt une rupture du dialogue, donc quand même gros paradoxe à tenir ce genre de propos. Et après tout, le dialogue entre le PS et le gouvernement se fait. Vous le savez, le 7 mars, Myriam El Khomri va se rendre devant le bureau national du Parti socialiste pour expliquer son texte de loi. Et par ailleurs, il y a aussi une session qui doit être organisée avec Manuel Valls qui va venir devant le groupe parlementaire. Le dialogue a lieu. Après, est-ce que les députés sont prêts à l'écouter aussi? Donc je trouve que c'est un petit peu hypocrite de dire d'appeler au dialogue quand on ne l'applique pas soi-même. Je ne comprends pas totalement comme ça, Nathalie, parce que je pense qu'elle dit aussi à un moment de l'interview que François Hollande a au fond un peu oublié le discours du Bourget. Et donc quand elle parle de ce dialogue, dans ce dialogue du gouvernement, du Parti socialiste et de la base, qu'est-ce qu'elle dit? Elle reproche au gouvernement, au fond, moi, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, d'oublier son électorat, de ne plus être en lien avec son électorat. Alors elle le dit de manière peut-être un peu plus subtile ou alambiquée selon le point de vue qu'on veut porter, mais en tout cas c'est ce cri-là qu'elle lance à mon avis, c'est de dire il faut retrouver le contact avec notre électorat et être à l'écoute de ce que pensent les gens qui ont voté socialiste en 2012 et qui aujourd'hui, franchement, n'y comprennent plus rien. Je suis d'accord avec vous, elle est sincère, je pense qu'elle voulait rester au gouvernement, elle ne s'attendait pas du tout à partir. Après, je ne comprends pas que Martine Aubry fait passer le message, je ne veux pas que mes proches rentrent au gouvernement. Elle a mis son veto à ce que certains de ses proches, Jean-Marc Germain, François Lamy, reviennent au gouvernement. Donc il y a aussi un paradoxe peut-être, peut-être qu'il y a un petit peu de tangage, je ne sais pas moi, entre Marie-Lise Le Branchu et Martine Aubry. Alors on va passer à la droite avec la primaire, bien sûr. Au Salon de l'Agriculture ce mercredi avec deux candidats, François Fillon et Bruno Le Maire, et un possible candidat, Nicolas Sarkozy. Ouais, c'est pour ça que enfin, un possible candidat. Hein. Officiellement, rien n'est fait. En tout cas, il a répondu aux questions d'Agathe Lambré. Écoutez. Vous êtes content d'être là, monsieur Sarkozy? Oui, très. On a déjà passé 1h30 de réunion. Vous avez reçu un bon accueil par les agriculteurs? Oui, très bien. On a travaillé, surtout. On n'a pas fait simplement que prendre un petit déjeuner. On a travaillé, on a discuté, C'est important pour vous d'être là aujourd'hui? C'est pas important pour moi, simplement c'est important pour eux, parce que c'est un élément essentiel de l'économie française. La visite de Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture, c'est pas important pour lui, mais c'est important pour les agriculteurs. C'est surprenant quand même comme réponse. C'est pas la formule la plus heureuse de la journée, mais ce qu'il faut constater, et c'est ça l'image qu'il voulait renvoyer, lui et les autres candidats pour le coup déclarés à la primaire, c'est qu'il y a un président qui peut difficilement mettre les pieds au Salon de l'Agriculture, qui s'y fait huer et insulter, et il y a un ancien président de la République qui avait connu, on s'en souvient, un moment difficile au Salon de l'Agriculture, et qui... il retourne dans des conditions beaucoup plus agréables. Et du coup, on a beaucoup ressorti ces derniers jours le tweet qu'avait fait François Hollande en avril 2012. Il appelait à ce moment-là Nicolas Sarkozy le candidat sortant et il avait écrit, je vous cite ça de mémoire, mais je plains le candidat sortant qui ne peut plus sortir et aller à la rencontre des Français sans se faire bousculer ou contester. Voilà, et c'est un peu l'arroseur arrosé là du coup. Et vous vous souvenez de la petite phrase aussi de François Hollande sur l'agriculture qui avait dit à un gamin, Nicolas Sarkozy, tu ne verras plus. Après Sarkozy, dans sa visite, il a deux cibles. Il a François Hollande, évidemment, il faut montrer que lui peut y aller de façon tout à fait apaisée, mais sa vraie cible, je pense, c'est Marine Le Pen. Il est resté 10 heures, je crois, hier au salon. Quand il annonce qu'il veut un plan Marshall pour la ruralité, il sait très bien qu'en fait, aux dernières élections régionales, il y a autant d'agriculteurs qui ont voté pour le Front National que pour la droite classique. Et ça, c'est un vrai virage. Donc il essaye de les récupérer. Donc, je pense que son vrai objectif, c'est d'essayer de reprendre cet électorat qui part vers Marine Le Pen. C'est surtout la droite qui perd des agriculteurs. Hein. Non, tout à fait. Je pense que c'est très important pour Nicolas Sarkozy de retrouver le lien avec cet électorat traditionnel de la droite chiracienne. Alors évidemment, Nicolas Sarkozy, c'est pas le chiracisme, mais enfin, lui, comme les autres d'ailleurs, les autres candidats qui étaient là aussi. On va entendre François Fillon. Qui se sont promenés dans les travées du salon. Cherche à renouer avec cet électorat qui effectivement est tenté en partie par les sirènes de Marine Le Pen. Ça, c'est leur objectif principal, je suis d'accord. Alors, comment renouer justement avec cet électorat? Voici les recettes de François Fillon. Moi, je pense qu'il y a des urgences. Les urgences, c'est la fin des sanctions sur la Russie pour ouvrir les marchés. Deux, moi j'ai proposé que le Parlement vote un texte qui fait une ligne. Toutes les normes environnementales qui ne sont pas applicables dans les autres pays européens sont suspendues pour 2 ans. Et puis enfin, il faut qu'on engage une discussion avec la grande distribution.
Voilà, des candidats ou presque candidats qui ne se sont pas croisés en tout cas, puisque Nicolas Sarkozy était là le matin, François Fillon dans l'après-midi. Tout ça est très étudieux. Oui, depuis 3 jours, Bruno Le Maire. On va en reparler dans un instant, parce que alors lui, il a fait le plein. C'est le marathonien du salon. On l'a vu manger des pommes, ça rappelle, je ne sais pas qui évoquait Jacques Chirac tout à l'heure, c'était vous Nathalie. C'est important aussi pour la primaire de se montrer à ce salon de l'agriculture. Est-ce que les recettes des uns et des autres pour remettre sur pied ce secteur agricole sont radicalement différentes? Finalement, quand on les écoute, on n'a pas l'impression. Non, les recettes ne sont pas radicalement différentes. Elles tournent autour des mêmes idées. On vient de les entendre. L'embargo, la levée de l'embargo des exportations vers la Russie, le fait de faire en sorte qu'on ne soit pas dans l'excès de zèle en France, c'est-à-dire qu'on applique ce que l'Europe nous demande, mais qu'on n'aille pas au-delà. Et puis surtout, et c'est là où c'est plus compliqué, c'est il faut renégocier en Europe, mais renégocier avec quel espoir de résultat? C'est évidemment là toute la difficulté, parce que le prochain président de la République, pas plus que l'actuel, il n'aura toutes les cartes en main, à défaut de convaincre ses homologues européens de changer la façon dont les choses se passent au sein de l'Union européenne. Donc non, les recettes ne sont pas fondamentalement différentes, mais oui, c'est très important. Pour les raisons qui étaient évoquées tout à l'heure, c'est vraiment un électorat qui, jusqu'aux années récentes, était très solidement dans le camp de la droite. Et aujourd'hui, avec la montée du Front National, c'est beaucoup moins le cas. Et puis, il y a aussi, on voit bien cette portée symbolique. L'agriculture, pour les Français, ça a une valeur forte, l'attachement au territoire, la production agricole, la qualité des produits, la bouffe, le vin, etc. Tout ça, pour nous, les Français, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Donc, dans cette symbolique-là, c'est aussi important d'être au Salon de l'Agriculture. Bruno Le Maire, 3 jours passés au Salon de l'Agriculture. Pourquoi? Ancien ministre de l'Agriculture, là il est vraiment sur son terrain. Donc s'il n'y va pas, s'il n'y passe pas 25 heures, ce qu'on a fait le compte dans le Parisien ce matin, 25 heures quand même. Hein, il a rencontré Gérard Larcher aujourd'hui, je crois, le patron du Sénat. C'est son terrain, vraiment. Là, il a vraiment des voix à prendre, il a vraiment un électorat à récupérer. On peut peut-être imaginer qu'il y a certains sympathisants de droite qui sont du milieu rural, du milieu agricole, qui vont peut-être se déplacer à la primaire. C'est l'occasion jamais pour lui, là. C'était un bon ministre de l'Agriculture. Alors, c'est vrai que Stéphane Le Foll, aujourd'hui, qui est extrêmement critiqué par le milieu des agriculteurs, rappelle quand même qu'un certain nombre de lois ont été votées aussi sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, que les quotas laitiers ou la loi sur la grande distribution, elles ont été votées à ces moments-là. Alors les quotas laitiers, c'est une affaire qui dure depuis l'an 2000, enfin depuis les années 80 même, donc c'est une histoire qui a en fait a été traitée par tous les gouvernements de droite et de gauche et avec les difficultés qu'on sait. Mais enfin, les dernières lois, elles datent aussi du quinquennat Nicolas Sarkozy, et Stéphane Le Foll le rappelle avec beaucoup de vigueur et d'énergie en disant en disant mais enfin rappelez-vous quand même, c'est vous. Donc c'est vrai qu'apparemment, tel qu'on voit à l'image, les agriculteurs ne semblent pas en vouloir à Bruno Le Maire. Ils ont une mémoire courte peut-être, hein, les électeurs, c'est ce que disait l'ancien président. 20h22, nos réactions à vos réactions. C'est l'heure du hashtag 20HPol. Et on démarre avec Mehdi qui dit, je cite, je vois plus Manuel Valls en tant que centriste gauche plutôt que socialiste. C'est pas faux. C'est ce que dit notre sondage, c'est l'avis d'une majorité de Français, bien sûr. Un autre tweet, François Hollande va défaire la loi El Khomri pour préserver l'équilibre du Parti socialiste. C'est la politique d'un chef de parti et pas celle d'un chef d'État. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ça ou pas? Un peu injuste. Hein. Il a quand même fait quelques réformes assez sociales libérales comme crédit d'impôt compétitivité qui n'étaient pas vraiment pour préserver l'équilibre du PS. Anthony nous dit, c'est quand même Le Guen qui a infantilisé El Khomri en disant que les journalistes et les Français n'étaient pas gentils avec elle. Hôtel Krief, votre réaction au message d'Anthony? Il a eu une allusion beaucoup plus perfide que cela. Il a dit c'est une femme qui a dit, qui l'a critiqué. Et Ségolène Royal aussi l'a répété hier, parce que c'est Martine Aubry qui, à la radio, a dit que la loi n'avait pas été faite par Myriam El Khomri. Et que, donc l'insinuation était très violente. Si on en croit un conseiller de Myriam El Khomri démissionnaire, est effectivement le cas. En tout cas, elle l'assume. Tant qu'elle l'assume, bien sûr. Voilà, tant qu'elle l'assume, c'est sa loi. Et elle pourrait ne pas l'assumer. Et justement, puisqu'on parle de cet avant-projet de loi, le dernier tweet, celui de Mathieu, quoi qu'on puisse en penser, eh bien, Myriam El Khomri mérite qu'on la considère pour son travail. À quand la considération des femmes en politique? Voilà, ça c'est pour reprendre
les mots et les idées tout à l'heure de Nathalie et de Ruth. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour nous décrypter l'actualité politique du jour.